Donc aujourd'hui, je vais vous parler donc de notre projet Tournesol, qui est un projet associatif de base, donc porté par une association à but non lucratif qui s'appelle l'association Tournesol, et qui est en collaboration avec de nombreux laboratoires, enfin, de recherche, différents chercheurs de différents lieux, mais également différents domaines. Et voilà, j'espère que surtout vous montrer que c'est un projet très excitant, mais également très important. Et voilà, j'espère qu'il vous inspirera. Alors, avant de vous parler du projet en tant que tel, j'aimerais insister un peu plus sur le contexte et un peu sur les enjeux qu'il y a autour de ce sur quoi parle Tournesol. Et le contexte vraiment que je veux que vous ayez en tête, c'est celui du numérique et de l'invasion du numérique dans nos quotidiens, et en particulier des conséquences que ceci a à la fois à l'échelle individuelle pour les différents utilisateurs de ces plateformes et à l'échelle de la société. Donc là, par exemple, c'est des courbes qui sont plus à l'échelle individuelle. Et à l'échelle individuelle, en fait, alors c'est compliqué de tracer exactement le lien de causalité, mais on observe au moins une corrélation très marquée entre le moment où de l'adoption massive des réseaux sociaux en particulier, notamment des téléphones intelligents et des réseaux sociaux, et des problèmes de santé mentale, en particulier ici d'anxiété, mais ouais, donc là c'est juste anxiété, mais il y a beaucoup d'autres courbes qui sont un peu similaires, avec par exemple notamment les problèmes enfin, plus graves de suicide ou de dépression. Mais voilà, il semble y avoir quelque chose en tout cas qui joue sur les problèmes de santé mentale. Et il y a un bouquin, je crois récemment, de Jonathan Haidt que je n'ai pas encore lu, mais voilà, il y a quand même beaucoup de recherches sur ce domaine. Encore une fois, le lien de causalité est très difficile à établir, mais il semble vraiment y avoir quelque chose de préoccupant dans la manière dont aujourd'hui de plus en plus de jeunes et de moins jeunes d'ailleurs utilisent les outils du numérique de manière parfois assez compulsive et pendant une grosse partie de leur journée. Ce qui va me préoccuper encore un peu plus dans cette présentation, c'est ce qui se passe à l'échelle sociétale. Donc là, on a des courbes sur l'avancement des démocraties, de la démocratisation des différents pays à travers le monde. Donc c'est tiré d'un site qui s'appelle enfin, sur les Global State of Democracy Initiative de l'Organisation des Nations Unies. Et voilà, ils font un bilan. Ce ne sont pas les seuls. Il y a plusieurs initiatives qui essaient de faire le bilan enfin, de l'avancement des démocraties à travers le monde. Et la courbe bleue, c'est le nombre de pays qui gagnent en démocratie, donc soit travers la crédibilité des élections qui sont organisées, soit à travers l'efficacité du Parlement élu. Et on voit que depuis les années 80, il y a eu énormément de progrès. Enfin, la courbe bleue est assez nettement au-dessus de la courbe rouge pendant longtemps. Cependant, à partir des années 2012-2013, vraiment, ça va être la date vraiment où les réseaux sociaux ont commencé à non seulement être massivement adoptés, mais également les dates à partir duquel on commence à avoir de la manipulation de l'information par différentes entités sur les réseaux sociaux. Mais on voit qu'à partir de ce moment-là, la courbe rouge est passée au-dessus de la courbe bleue, ce qui signifie que les courbes rouges, c'est là où ça s'aggrave. Et donc, ça signifie que depuis les années 2013, on observe que ouais, il y a des préoccupations à avoir. Il semble y avoir un déclin des démocraties qui prédate les problèmes, enfin, le Covid en particulier, et les crises économiques, par exemple, qui sont liées au Covid. Et donc ça, on le voit à travers les différents rapports successifs. Par exemple, ici, c'est du Videm Institute, qui est un autre groupe de recherche qui essaie de fédérer un grand nombre de chercheurs en géopolitique pour faire des bilans annuels sur les états des démocraties. Et ouais, même dans les années 2000, enfin 2018, par exemple, le titre c'était Démocratie for All. Donc ça restait optimiste sur la possibilité d'une diffusion démocratique à travers le monde et d'une normalisation de la démocratie. Si on passe à 2022, ouais, ou 2021 est particulièrement parlant. En 2021, le titre du rapport, c'était que l'autocratisation devenait virale, et donc beaucoup plus un alarmisme sur l'état des différentes démocraties
des pays non démocratiques à travers le monde. Ouais, donc est-ce que tout cela est lié vraiment au numérique? Encore une fois, le lien de causalité, est difficile à établir, mais surtout il n'est pas unique. De toute façon, ça ne se ramènera pas uniquement qu'aux, intelligences artificielles. Il y a forcément beaucoup d'autres facteurs. Mais, ce qu'on voit, c'est qu'à année après année, il y a voilà, une quantité maintenant de livres. Moi, j'en ai pris que 4, mais il y a vraiment de plus en plus de livres qui font, des bilans de la recherche. Donc là, c'est 4 livres de chercheurs académiques, qui font, le bilan de la recherche sur, ces liens entre, réseaux sociaux, intelligence artificielle, algorithmes, espace numérique, réseaux sociaux, smartphones, enfin tout cela. Et au moins une diffusion massive de la désinformation, des appels à la haine, du cyberharcèlement, de la polarisation affective, mais peut-être même aussi du déclin démocratique, de la normalisation du discours autoritaire, de la banalisation du non-respect des droits humains, voilà, de la violation des droits humains de façon plus générale, et ainsi de suite. Il y a un cas qui est particulièrement frappant, même on peut dire assez catastrophique. Enfin, vraiment, c'est difficile d'imaginer pire finalement que complicité de génocide. Mais c'est bien ce dont Facebook est accusé par Amnesty International. Et l'Organisation des Nations Unies a aussi beaucoup communiqué sur cet événement. Le fait que Facebook a beaucoup amplifié les appels à la haine au Myanmar, entre enfin, surtout autour de 2017-2018, mais ça avait commencé dès 2012. Et en particulier, à cette période-là, il y a eu des appels massifs à la haine, voire à la violence, voire au meurtre, qui ont eu lieu envers une communauté qui s'appelle les Rohingyas à l'ouest, au nord-ouest du Myanmar, et qui a été portée notamment par des hindouistes nationalistes au Myanmar. Et malheureusement, ça s'est traduit en fait, puisque voilà, l'Organisation des Nations Unies parle de génocide, le génocide des Rohingyas au Myanmar. Donc c'est un génocide qui a l'avantage, enfin qui a l'avantage, qui est bien documenté, malheureusement comparativement à d'autres des génocides qui sont beaucoup moins documentés, notamment en Afrique en ce moment. Et sur lequel, en particulier, le rôle de Facebook a été particulièrement clair, puisqu'on a vu que Facebook amplifiait massivement des appels au meurtre. Donc, ce n'est pas juste une plateforme sur laquelle les gens postent des contenus et vont consulter le contenu. Il y a un rôle aussi actif qui a été reconnu notamment par Amnesty International, des algorithmes de recommandation de Facebook qui ont pris certains contenus et leur ont donné une visibilité énorme. Et ces contenus étant des appels au meurtre, il se pose vraiment la question de la responsabilité de Facebook, d'autant que Facebook a été mis au courant à de nombreuses reprises de cette contribution à un génocide. Et Facebook n'a pas du tout pris les mesures satisfaisantes sur tout le Myanmar. Il n'y avait qu'une poignée de modérateurs humains, alors qu'il y avait une quantité massive de contenu à contrôler et que les algorithmes de reconnaissance de contenu, d'appel à la haine étaient, enfin, sont encore, et en tout cas à l'époque, étaient clairement très déficients et insuffisants pour éviter cette propagation de haine et de violence. Ouais, il y a un procès en cours, hein, juste pour dire, il y a un procès en cours au Royaume-Uni. Les Rohingyas poursuivent Facebook. De mémoire, ils demandent 100 milliards de dollars de réparation, ce qui est une quantité, une somme énorme, y compris pour Facebook. De façon plus générale, ouais, et je pense qu'on le constate au quotidien, à chaque fois qu'on va dans les transports ou qu'on regarde des différentes personnes interagir. Le téléphone a pris une place prédominante dans les relations sociales. Donc ça, c'est une petite illustration qui le montre. Et en particulier, un des points qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que le téléphone est vraiment devenu très largement l'outil privilégié par des milliards d'humains, par l'écrasante majorité de la population, pour accéder à Internet et utiliser le numérique. Aujourd'hui, quand on parle vraiment du numérique et de l'utilisation la plus commune du numérique, on parle vraiment du téléphone.
Alors pourquoi est-ce que j'insiste sur ça? C'est parce que, sur le téléphone, il faut bien se rendre compte que taper, c'est un trav enfin, c'est compliqué, enfin, c'est difficile de taper, des textes et que le mode de navigation, privilégié est du coup beaucoup plus celui qui consiste à cliquer, à swiper ou à scroller. C'est-à-dire, bon, j'imagine que vous voyez ce que scroller, et swiper, veulent dire. Et donc, on peut se demander qu'est-ce qui se passe vraiment à chaque fois que quelqu'un clique sur un contenu, à chaque fois que quelqu'un swipe ou scrolle. Eh bien, très souvent, ce vont souvent être des algorithmes de recommandation qui vont être derrière et qui vont ensuite interagir avec l'utilisateur. Donc, par exemple, à chaque fois que quelqu'un clique sur l'application TikTok de son téléphone, c'est un algorithme de recommandation qui va réagir tout de suite et va choisir quelle vidéo diffuser auprès de l'utilisateur. De la même façon, à chaque fois que la personne swipe ou scroll, il y a un algorithme de recommandation qui choisit le contenu qui va être affiché juste après le swipe, le scroll. Et ça, c'est par opposition à des algorithmes qui prennent beaucoup d'importance, beaucoup de place dans l'espace médiatique, comme ChatGPT par exemple, qui sont des algorithmes qui sont en fait beaucoup, beaucoup moins utilisés que les algorithmes de recommandation. En fait, il y a une inadéquation dans l'attention qu'on porte à ces différents algorithmes. D'une certaine manière, les algorithmes d'attention contrôlent beaucoup, beaucoup plus l'attention de l'ensemble de la population et donc ont une influence, notamment politique, beaucoup plus grande que des algorithmes comme ChatGPT, qui restent, enfin, je ne veux pas minimiser du tout l'importance de ChatGPT, hein, ça reste un impact important qu'il faut étudier, mais c'est un impact qui reste beaucoup moindre que celui des algorithmes de recommandation qui est beaucoup plus négligé et dont on parle beaucoup moins. Or, ces algorithmes de recommandation, aujourd'hui, ce sont des systèmes extrêmement sophistiqués, hein. Il ne faut absolument pas sous-estimer la sophistication derrière ces algorithmes de recommandation qui, contrairement à ChatGPT, analysent le comportement de 2 ou 3 milliards d'humains en fonction de la plateforme, quotidiennement. Ce sont des outils conçus pour faire du profilage psychologique à très grande échelle. Et il y a de nombreuses études qui montrent déjà que Facebook, mais même très vieilles, hein, depuis je crois que les travaux qui datent même de 2017 ou 2018, enfin des travaux relativement vieux, qui montrent que Facebook est capable, à partir des données Facebook, de mieux deviner le profil psychologique des utilisateurs que les conjoints même des utilisateurs, voire que les utilisateurs eux-mêmes. Vraiment, ces outils sont très insidieux. Ils sont aussi extrêmement sophistiqués au-delà du profilage psychologique. Facebook, c'est YouTube. Chaque jour sur YouTube, il y a un siècle de vidéos qui est mise en ligne. Chaque jour, un siècle de vidéos est mise en ligne. Et l'algorithme de YouTube est obligé de regarder tout ce contenu pour filtrer, pour enlever les vidéos de meurtre, les vidéos de pédophilie, ouais, toutes les vidéos illégales sont vues par l'algorithme de YouTube. YouTube regarde toutes les vidéos sur YouTube et vous pouvez bien imaginer que pour faire ce travail de tri, ces algorithmes utilisent forcément l'état de l'art en reconnaissance d'images, en analyse de vidéos, en analyse de son, en retranscription à partir du son, également en analyse de texte, et ainsi de suite. Enfin, on a des problèmes, des systèmes qui sont aussi extrêmement sophistiqués, et puis malheureusement, quand on parle d'intelligence artificielle, euh, il n'y a pas énormément d'attention qui est donnée à ces algorithmes qui sont, à mon sens, beaucoup plus sophistiqués et dangereux que ChatGPT. Euh, un autre aspect assez étrange de ces algorithmes de recommandation, c'est qu'ils sont devenus un outil extrêmement insidieux et puissant dans la guerre informationnelle. Donc la guerre informationnelle, c'est quelque chose qui a vraiment existé depuis, j'ai envie de dire depuis toujours, mais en tout cas depuis très longtemps. En tout cas, ça a clairement joué un rôle majeur avant la Seconde Guerre mondiale, avec notamment beaucoup de diffusion de propagande. Mais jusqu'à récemment, c'était extrêmement difficile pour un pays malveillant, par exemple, de manipuler la diffusion de l'information dans un pays étranger. Les algorithmes, enfin, les réseaux sociaux et les algorithmes de recommandation ont complètement changé la donne. Aujourd'hui, notamment à travers TikTok, on a un pays autoritaire, la Chine, avec un secrétaire général, Xi Jinping, qui a renforcé énormément son pouvoir d'année en année, mais y compris récemment.
Et on sait que les entreprises chinoises sont extrêmement proches et qu'il arrive que des PDG de grandes entreprises de la technologie en Chine disparaissent et soient soumis à la puissance autoritaire du gouvernement. Et on sait que ce gouvernement est dans un travail actif de désinformation, de manipulation d'information, de déstabilisation des démocraties à travers toutes sortes de campagnes de propagande. Et donc ça doit être absolument terrifiant qu'aujourd'hui, ce pays dispose d'une arme informationnelle unique dans l'histoire de l'humanité qui lui permet de contrôler des heures de consommation de contenu pour des millions, des centaines de millions, voire des milliards de pays, d'habitants, de citoyens de pays rivaux de la Chine. Euh, ouais, c'est vraiment, en termes de guerre informationnelle, on n'a jamais fait aussi dangereux que des applications comme TikTok. Donc, il convient vraiment de se méfier beaucoup plus de ces technologies qui sont extrêmement puissantes. Donc ça, c'est le côté malveillant. Ouais, il y a eu beaucoup aussi d'études qui ont démontré beaucoup de campagnes de désinformation de toutes ces entreprises, avec notamment, par exemple, TikTok qui a une version différente en Chine et à l'étranger. Et la version à l'étranger, TikTok, est interdite en Chine. En Chine, il y a une version qui s'appelle Douyin. Et ouais, il y a des différences très claires dans les contenus qui sont recommandés entre Douyin et TikTok. Mais même si on oubliait cet aspect de malveillance, même si on supposait que ces algorithmes de recommandation, on essayait de bien les concevoir, même si on se mettait en tout cas dans l'état d'esprit de bien les concevoir, en fait, en y réfléchissant un petit peu, on se rend compte très vite que ce sont des problèmes extrêmement difficiles, éthiquement, d'un point de vue philosophique, que de déterminer quels sont les contenus qui devraient être recommandés. Par exemple, à chaque fois que quelqu'un tape, par exemple ici sur un moteur de recherche comme DuckDuckGo, est-ce que le changement climatique et qu'il attend une autocomplétion, enfin en tout cas de facto, même DuckDuckGo propose une autocomplétion. Il y a une question éthique qui se pose sur quelle va être l'autocomplétion qui va être suggérée. Et, et clairement, voilà, si on en croit le consensus scientifique, les autocomplétions ici proposées par DuckDuckGo sont problématiques. Alors, peu importe les réponses qui sont données ensuite, il y a un effet d'ancrage qui fait que, en voyant les réponses, on pourrait avoir l'impression qu'il est légitime ou en tout cas commun de se demander si le changement climatique est en train de se renverser ou s'il est en train de freiner. Voilà. Et un des aspects derrière ces dilemmes éthiques qui se posent quotidiennement, des milliards de fois par jour à ces algorithmes, c'est que, en fait, ces algorithmes, ils répondent beaucoup à la popularité. Si DuckDuckGo propose ces autocomplétions, c'est que de facto, beaucoup de personnes ont effectué ces recherches. Et ce que je dis là de l'algorithme d'autocomplétion de DuckDuckGo est vrai de la plupart, même la quasi-totalité, des algorithmes d'intelligence artificielle. Ces algorithmes d'intelligence artificielle, on les appelle, en tout cas dans le jargon technique, des algorithmes d'apprentissage, de machine learning. Pourquoi? Parce que ces algorithmes apprennent et c'est vraiment, la classe moderne des algorithmes, c'est vraiment ce qui fait leur spécificité, c'est d'être des algorithmes qui apprennent, c'est-à-dire qui vont se modifier en fonction des données qui leur sont fournies pour les entraîner. Mais donc, parce que ce sont des algorithmes d'apprentissage, ces algorithmes apprennent et donc elles sont soumises, elles aussi, à des problèmes comme la propagande. Plus précisément, ce qui va se passer, c'est que ces algorithmes vont être modifiés en fonction des données qu'elles collectent. Et ces données sont des données collectées d'Internet. Et ces données, ça va être typiquement pour les algorithmes de recommandation, être avant tout des likes, des partages, des follow, ce genre d'activités des différents utilisateurs. Et ces activités vont modifier l'impression de popularité des différents contenus qui vont à leur tour modifier le comportement de ces algorithmes, en particulier ceux que ces algorithmes vont recommander massivement. Et donc, ça, c'est quelque chose qui va conduire nécessairement à un jeu, puisque les likes, les shares, les follow, et même juste les vues et les clics,
sont contrôlés non pas par une entité centrale, mais par les différents utilisateurs, c'est-à-dire par les milliards d'humains qu'il y a sur Terre. Et en particulier, moi, je l'observe très bien, puisque je produis aussi des contenus sur YouTube, et je vois très bien que mes spectateurs, mes abonnés ont compris que c'était un jeu, et il m'arrive souvent d'avoir des commentaires factices sur mes vidéos en disant, bon, bah, je commente pour que la vidéo soit davantage recommandée. Mais si ça, mes commentateurs l'ont compris, il faut s'attendre à ce que toutes les industries de la désinformation, donc là je retourne sur la partie malveillance, toutes les industries de la désinformation, forcément l'ont compris eux aussi, elles aussi. Et en effet, elles l'ont très très bien compris, elles l'ont compris sans doute beaucoup mieux que beaucoup de chercheurs, y compris même en sécurité de l'intelligence artificielle aujourd'hui, puisqu'elles ont mis en place différents organismes pour pouvoir manipuler ces algorithmes de recommandation. Donc un exemple très clair récent, et enfin récent, c'était en 2023, je crois que c'était il y a un an à peu près. Et c'est l'affaire qui s'appelle Tim Jorge, qui a été révélée par 3 journalistes d'investigation. Donc c'est une affaire qui a été révélée en Israël en particulier, où ils ont infiltré une agence qui s'est fait appeler Tim Jorge, et qui a démontré auprès des journalistes qui se faisaient passer pour des clients la capacité de leurs outils de désinformation pour rendre un contenu, n'importe quel contenu, viral. Et pour y arriver, en fait, cette industrie s'appuie sur une armée de faux comptes, donc avec notamment des outils génératifs. Cette agence était capable de fabriquer et de contrôler, de coordonner l'activité de dizaines de milliers de faux comptes. En tout cas, c'est le chiffre qui était ressorti de l'interview. Dans le rapport de droite, c'est un rapport du ministère des Armées, donc de l'IRSEM, dans l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire en France, sur les campagnes d'influence chinoises qui, comme vous pouvez peut-être vous en douter, sont extrêmement actives. Et pour donner un chiffre de ce rapport, ce rapport estime qu'il y a 2 millions de personnes en Chine qui sont payées pour produire de la désinformation et manipuler l'espace informationnel, donc avant tout chinois, mais également à l'étranger. 2 millions de Chinois, 2 millions de personnes. Vraiment, on a des armées de désinformation face à nous. Alors, pour essayer de vraiment bien visualiser un peu plus l'ampleur de ces désinformations, de cette industrie de l'information, je vous invite à réfléchir à cette question. Combien de faux comptes Facebook retire chaque année? Est-ce qu'on parle de milliers de faux comptes, de dizaines de milliers de faux comptes, peut-être de centaines de milliers? Bon, j'ai déjà dit 10 000, donc sans doute plus que 10 000. Eh bien, la réponse en 2010, non, 2021, en 2021, l'estimation, donc là, c'est sur 2 ans. En 2 ans, Facebook avait retiré, donc c'est même Facebook qui l'annonçait, avait annoncé retirer 15 milliards de faux comptes. On a à 7 milliards, 8 milliards de faux comptes par an que Facebook retire. 8 milliards de faux comptes. Facebook affirme avoir 3 milliards d'utilisateurs. Donc clairement, la plupart des comptes sur Facebook sont des faux comptes. Et Facebook, c'est une entreprise qui a intérêt et qui cherche à avoir un minimum de faux comptes. D'ailleurs, petite remarque, Facebook ne communique plus, à ma connaissance, sur le nombre de faux comptes qu'il retire. Et tout ça, c'était à l'époque, à l'ère, j'ai envie de dire, pré-ChatGPT, Midjourney, pré-algorithme génératif. Aujourd'hui, avec les algorithmes génératifs, c'est beaucoup plus facile qu'avant que de créer et de maintenir des faux comptes réalistes. Donc ce nombre a assurément augmenté depuis. Donc voilà, donc ça, c'était un peu le contexte pour vous montrer que, enfin, j'espère vous avoir convaincu, surtout que quand on parle d'intelligence artificielle, il arrive souvent que des personnes parlent de dangers hypothétiques, théoriques, ou pas forcément avérés, ou de problèmes voilà, à différentes échelles, mais pas forcément à l'échelle mondiale comme ça. J'espère vous avoir convaincu que le problème de la sécurité et de l'éthique des intelligences artificielles aujourd'hui
c'est un problème de rapport de force à l'échelle mondiale et de sécurité nationale des plus grands pays du monde, y compris le Canada. Et donc, dans cette deuxième partie, sur laquelle je vais essayer d'aller peut-être un peu plus rapidement, mais je vais vraiment insister sur le problème de la sécurité des intelligences artificielles, qui aujourd'hui est un sujet qui manque énormément d'attention, mais de manière gravissime à mon sens. Donc c'est pour ça que j'aimerais toucher quelques mots sur les problèmes de sécurité. Alors, pour comprendre ces problèmes de sécurité, il faut vraiment se rendre compte, et là je vais attaquer en particulier le monde académique, que dans le monde académique, on a banalisé le fait de faire des hypothèses sur les données d'entraînement de ces algorithmes qui sont absolument pas réalistes. En particulier, l'hypothèse la plus irréaliste que l'on a dans le monde de la recherche, c'est de supposer qu'on a un certain nombre de données qui sont dites indépendantes et identiquement distribuées. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que ça signifie, mais voilà. Dans la recherche, on fait cette hypothèse qui est extrêmement trompeuse, qui permet de prouver plein de théorèmes jolis et tout ça. Mais du coup, les conséquences, enfin, les interprétations de ces théorèmes peuvent être extrêmement trompeuses puisqu'elles s'appuient sur une hypothèse qui est fondamentalement erronée, hein, surtout dans le cas des attaques par la désinformation. Il y a une deuxième hypothèse extrêmement courante qui a été banalisée dans le monde de la recherche, surtout en machine learning, et qui en fait est un parti pris politique. Et malheureusement, on ne se rend pas forcément compte de la dimension de philosophie morale finalement qui est derrière cette hypothèse. Et l'hypothèse dont je parle, c'est le fait qu'on va chercher à généraliser les données. Donc, donc quasiment enfin, l'écrasante majorité des articles aujourd'hui en machine learning qui sont célébrés, considérés comme l'état de l'art, les choses à répliquer, les normes finalement, on suppose qu'il faut généraliser les données. Et voilà, vous sentez peut-être très vite voir quel est le problème avec généraliser les données, même s'il n'y avait pas de désinformation, même s'il n'y avait pas. Bon, il y aurait quand même de la mésinformation, il y a beaucoup de choses, des on-dit qui sont en fait pas vraies. Et donc, il y aurait le problème de se généraliser cela. Il y aurait toutes sortes de biais qui pourraient être notamment des biais de genre, des biais racistes, qui sont très courants, extrêmement courants sur Internet et qui pourraient être généralisés. Il y a la popularité de certains contenus potentiellement abrutissants qui pourraient être également généralisés. Et puis surtout, il y aurait les appels à la haine, voire la violence, qui sont parfois très populaires sur certaines sphères du web et qui pourraient être généralisés par les algorithmes qui cherchent à généraliser les données et qui sont généralisés de facto par les algorithmes qui cherchent à généraliser les données. Et donc, je pense que c'est urgent qu'on questionne beaucoup plus ces recherches et qu'on se dise, ce n'est plus normal aujourd'hui, en 2024, de publier un article de recherche avec ces hypothèses sans signaler le fait que ces hypothèses compromettent sérieusement la validité scientifique et éthique des conclusions de la recherche. En tout cas, dans un cadre très général. Peut-être que, enfin, il y a clairement des cas où c'est raisonnable, mais dans un cadre général, ces hypothèses posent problème. Elles sont aussi extrêmement hackables, c'est-à-dire que si on sait que les algorithmes s'appuient sur ces hypothèses, et on sait qu'on peut fournir des données qui seront des données d'entraînement des algorithmes, ce qui est le cas pour les algorithmes les plus influents d'aujourd'hui, bah, on peut profiter de la nature de ces algorithmes pour chercher à les manipuler. Comme on l'a vu, c'est déjà quelque chose que font déjà beaucoup des industries de la désinformation. Alors heureusement, voilà, il y a le statu quo évolue petit à petit. Il y a une attention à la sécurité encore très déficiente, extrêmement déficiente à mon goût, mais qui monte. Et en particulier, récemment, il y a le National Institute of Standards and Technology, le NIST, qui est vraiment l'autorité, enfin, une des plus grandes autorités au monde pour définir les normes, notamment de sécurité en informatique, qui a publié ce rapport qui fait le bilan de ce domaine qu'on appelle adversarial machine learning, qui est vraiment en gros la sécurité de l'intelligence artificielle, et qui parle de différents risques et différentes mitigations, différentes façons d'atténuer ces risques. Et d'ailleurs, ce rapport cite un grand nombre d'articles de recherche de mon entreprise, enfin des auteurs, des membres de mon entreprise.
En particulier, la menace principale, en sécurité de l'intelligence artificielle, devant même les risques de privacy, en tout cas d'après le monde de l'entreprise, au-delà des même en 1 avant les risques de protection des données personnelles, de protection des droits d'auteur, hem, un truc qui s'appelle evasion attack, de jailbreaking aujourd'hui on parle, hem, bon quoique c'est lié au jailbreaking. L'une des plus grandes, préoccupations de l'industrie, c'est vraiment ce problème du poisoning. Donc poisoning, c'est vraiment ce dont je vous ai parlé, c'est fournir des données qui vont manipuler ces algorithmes. Donc, en tout cas d'après ce sondage. Et malheureusement, bon, on a fait, différentes, études sur ce problème et les conclusions sont souvent très préoccupantes dans le sens où alors on a des solutions pour atténuer les risques et ces solutions ont été citées dans le rapport du NIST. Mais ce qu'on montre, c'est que, quand il y a beaucoup de paramètres, quand on fait des modèles avec beaucoup de paramètres, avec beaucoup de vous avez peut-être entendu parler de ça, mais ChatGPT, enfin les premières versions, ils annonçaient, je crois que c'était GPT-3, je commence à me perdre un peu les pinceaux avec tous les GPT, mais GPT-3 ou 3.5, ils annonçaient 100 milliards de paramètres. Aujourd'hui, on a clairement dépassé les 1 000 milliards de paramètres avec les plus gros modèles, mais ces nombres sont souvent maintenant cachés par les entreprises. Voilà, c'est un très grand nombre de paramètres et en gros, ce que la recherche, sur la sécurité montre encore et encore, c'est que plus il y a de paramètres, plus, il y a ce qu'on appelle de surface d'attaque, c'est-à-dire de façon d'attaquer, ces modèles, de les manipuler et ces modèles, du coup, sont plus vulnérables, même quand on utilise l'état de l'art de la sécurité pour essayer de les défendre. Donc voilà, donc bon, je vais passer un peu vite sur ça, mais voilà, j'ai ce théorème, montré récemment qui montre que vraiment il y a un lien quand le nombre de dés, c'est le nombre de paramètres à apprendre, est trop grand comparé, au rapport entre le nombre de données honnêtes divisé par le nombre de données empoisonnées, en gros, heu et ben, on a vraiment des problèmes de sécurité qui sont enfin, qui sont difficiles, en tout cas, très difficiles à défendre selon l'état de l'art. Ouais, donc ça, c'est une première préconisation, en fait, qui vient juste après, enfin, un corollaire de cette recherche, c'est que, il faut vraiment faire attention à la taille des modèles et voilà, et il vaut mieux privilégier des modèles plus petits, dont on maîtrise beaucoup mieux la sécurité, sur lesquels on a des théorèmes qui disent beaucoup plus de choses rassurantes sur le degré de manipulabilité de ces modèles, par opposition à des très gros modèles qui sont quasiment assurément manipulables d'une manière ou d'une autre. Et voilà, enfin, si vous cherchez un peu ChatGPT sécurité, voilà, vous allez voir plein de problèmes de sécurité qu'il y a avec ces modèles. C'est une implication légale, avant que je passe à la deuxième partie, à l'autre préconisation, c'est que, si on veut, réguler les intelligences artificielles, heu, aujourd'hui, voilà, vous avez sans doute entendu parler, de Boeing récemment. Boeing a plein de problèmes de sécurité. Je pense que c'est mignon comparé à ChatGPT ou aux algorithmes de TikTok ou et de YouTube qui sont aussi mais plein de problèmes de sécurité. Hem Donc Boeing a des problèmes de sécurité et pourtant il y a eu beaucoup d'efforts en amont qui ont été mis en place de la part des régulateurs pour limiter ces problèmes de sécurité et une des choses qui a été mise en place, c'est ce qu'on appelle la présomption de non-conformité. C'est-à-dire que, dans l'aviation, on suppose au préalable qu'un avion n'a pas le droit de vol et c'est au producteur de démontrer la conformité de l'avion avec la loi pour obtenir un droit de commercialisation. C'est absolument pas ce qui est fait aujourd'hui pour le numérique en général et une préconisation, ça serait, juridique cette fois, de passer à un régime de non-conformité pour les algorithmes, au moins avec beaucoup de paramètres, parce qu'on sait d'après la recherche qu'ils ont peu de chances d'être suffisamment sécurisés pour protéger les clients et que si on veut protéger les clients, on peut exiger au contraire, dès que le modèle est gros, qu'il ait, un devoir de de prouver sa conformité pour obtenir un droit de commercialisation. Bah, une autre préconisation de notre recherche, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage, sandboxé. Donc j'ai fait une vidéo, sur ce sujet. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte que, on sache d'où viennent les données. Juste d'avoir de la traçabilité des données. Ça, en tant que scientifique, on sait très bien, il faut des sources, quoi et il faut citer les sources et il faut s et ça aide énormément à savoir, quelles étaient les sources défaillantes,
quels étaient les problèmes. Ça augmente beaucoup la traçabilité de ces systèmes et ça permet d'avoir beaucoup plus de gages de sécurité pour ces systèmes. Donc voilà, donc ça bon, je ne vais pas trop en parler, mais voilà, c'était l'objet d'une publication à ICML il y a 2 ans. Maintenant, je vais passer à Tournesol, donc, qui est un peu plus notre projet. Donc, c'était un peu plus des recherches, un peu plus euh, sur la sécurité de façon générale, appliquée à toutes sortes d'algorithmes. Mais bien sûr, comme je vous ai dit, ce qui me préoccupe le plus, moi, c'est les algorithmes de recommandation. Et l'enjeu le plus important à mes yeux, c'est de faire des algorithmes de recommandation qui soient sécurisés et éthiques. Et par éthique, on va vraiment entendre dans notre approche de tournesol démocratique. Enfin, ce n'est pas le seul critère, mais c'est vraiment un des critères importants selon nous. C'est-à-dire que l'algorithme de recommandation doit résulter d'une certaine manière d'un vote entre les citoyens sur quels sont les contenus que l'algorithme doit recommander massivement. Et donc tout ça, ça a été incarné par le projet Tournesol. Donc le projet Tournesol, ça fait maintenant 4 ans. Oh, c'est juste en 2024 maintenant, 4 ans. J'ai dit 3 ans depuis tellement longtemps, mais ouais, on est en 2024. Donc ça fait 4 ans maintenant qu'on travaille dessus. Donc voilà. Le but de Tournesol, c'est vraiment d'avoir cette approche collaborative, comme je l'ai dit, pour pouvoir concevoir un algorithme de recommandation. Et donc, très concrètement, le but, c'est de faire un algorithme de recommandation. Et donc, si vous êtes sur Chrome ou Firefox, vous pouvez installer une extension Tournesol. Donc, tout ça est disponible sur la page web de Tournesol, tournesol.app. Donc, si vous scrollez la page d'accueil, vous verrez toutes sortes de liens, notamment vers les extensions pour navigateur. Si vous êtes sur mobile aussi, enfin, ouais, c'est pas mal la version mobile cette année, mais c'est possible d'avoir, notamment si vous ouvrez Tournesol avec Google Chrome sur Android, je pense que ça ne marche pas encore très bien sur iOS, mais vous pouvez définir Tournesol comme une application et du coup y accéder comme une application. Vous pouvez toujours aller sur le site web, bien sûr. Et à travers ces plateformes, on fait des recommandations de contenu. Et du coup, la question qui se pose, c'est quand on recommande des contenus, en fait, il faut choisir, ici en l'occurrence sur le navigateur, 4 contenus parmi tous les contenus de YouTube qui vont être affichés dans ce rectangle jaune. Et donc là, il y a vraiment une question qui devient vraiment la question des algorithmes de recommandation. La question, ce n'est plus est-ce qu'un contenu est vrai ou faux. Ça imite, dire des choses vraies. Ouais, c'est bien, mais c'est pas forcément ce qu'il faut recommander. Hein. Si quelqu'un cite tous les chiffres de PIB, bon, il aura dit un truc vrai, mais bon, est-ce que c'est vraiment la chose qu'il faut recommander? Surtout dans un monde où il y a toutes sortes de crises. Ouais, c'est pas forcément. Il y a une question d'importance des sujets qui va se poser également. Et donc, pour pouvoir déterminer quels contenus doivent être plus souvent mis dans ce rectangle jaune, dont l'espace est limité, ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux contributeurs de Tournesol, donc n'importe qui peut créer un compte Tournesol et devenir un contributeur. On demande aux contributeurs ensuite de Tournesol d'avoir un jugement comparatif, de nous dire entre 2 vidéos. Alors, typiquement, vous pouvez choisir 2 vidéos que vous avez déjà vues, comme ça vous évite de les voir. Mais bien sûr, vous pouvez aussi voir des nouveaux contenus et les comparer ensuite. Ouais, mais donc, entre 2 vidéos, la question, c'est pas laquelle est plus juste ou plus. La question, c'est laquelle doit être plus souvent recommandée. C'est vraiment la question principale de Tournesol, laquelle devrait être plus souvent recommandée. Donc, si vous pensez que c'est la vidéo de gauche, vous mettez le curseur un peu à gauche. Si vous pensez que c'est carrément la vidéo de gauche, vous mettez le curseur tout à gauche. Si vous pensez à pas mal la vidéo de droite, vous mettez le curseur pas mal à droite, et ainsi de suite. Et donc ça, c'est les jugements, c'est vraiment les données fondamentales, les briques élémentaires qui vont nous permettre de construire ensuite l'algorithme de recommandation. Si vous êtes plus loquace et plus motivé, nous, ça nous intéresserait beaucoup d'en savoir plus sur les pourquoi de votre jugement. Et donc, il est possible complètement de justifier son choix. Et une façon de justifier son choix, c'est de comparer les vidéos selon les critères qu'on appelle secondaires. Donc, pas seulement laquelle devrait être plus recommandée, mais également laquelle est plus fiable et non trompeuse,
laquelle parle d'un sujet de manière plus claire et pédagogique, d'un sujet plus important et de manière plus actionnable, de manière plus layman friendly, donc accessible à des gens qui ne sont pas experts du domaine, et ainsi de suite. Euh, donc ça, c'est vraiment l'aspect pratique. Et donc, ça nous permet vraiment déjà de faire des recommandations dès aujourd'hui, hein. On a maintenant des dizaines de milliers d'utilisateurs et de contributeurs avec je crois que c'est pas loin de 40 000 vidéos comparées si ma mémoire est bonne, plus de 200 000 comparaisons entre vidéos sur le critère principal. Bah, ça commence à faire une bonne base de données, quelque chose qui est vraiment utilisé. Enfin, moi, j'ai découvert beaucoup de chaînes et de vidéos grâce à Tournesol déjà. J'en suis très heureux à titre personnel. Euh, mais une chose qu'il faut bien voir, c'est que Tournesol aujourd'hui est extrêmement insatisfaisant. Bon, je pense que je suis la personne la plus légitime à le dire. Mais Tournesol, il y a plein de choses qui ne vont pas aujourd'hui avec Tournesol. Et l'une des raisons pour lesquelles il y a plein de choses qui ne vont pas sur Tournesol, bon, il y a pas mal de raisons, mais l'une des raisons principales, c'est parce que les outils dont on dispose, les outils notamment algorithmiques, mais également philosophiques, notre compréhension de la psychologie, de la sociologie, toutes ces choses qui sont si critiques à la conception d'une telle plateforme, aujourd'hui sont très déficients, non seulement sur Tournesol, mais également dans le monde de la recherche de façon générale. Et donc, notre vision, c'est que si on veut un jour aspirer à avoir une conception démocratique satisfaisante des algorithmes de recommandation, alors il ne suffit pas de le demander, il faut le demander, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi améliorer l'état des connaissances de la recherche dans toutes ces disciplines pour avoir quelque chose qui soit plus légitime, plus consensuel, plus acceptable, plus sécurisé, plus rigoureux, dont on comprend beaucoup mieux les différents aspects. Et ça soulève un nombre énorme de questions de recherche. Donc ça, c'est très frustrant pour, pour moi qui défends la démocratie numérique, pour la personne un peu peut-être plus militante en moi. Mais c'est aussi incroyablement satisfaisant pour le chercheur en moi, parce que ça fait plein de questions de recherche qui sont de très loin les questions de recherche les plus enthousiasmantes que j'ai eu la chance de rencontrer dans ma carrière. Et donc, si ces sujets vous intéressent, si vous êtes intéressé pour faire de la recherche à haute valeur ajoutée d'un point de vue sociétal, bah, je vous invite vraiment à vous intéresser à Tournesol. On a une liste vous allez sur le site, on a une liste de publications déjà acceptées ou en cours de soumission. On a beaucoup de travaux en cours et on est ouvert à la collaboration, même si je ne vous cache pas que la bande passante est un peu limitée parce que on a beaucoup de collaborations et on n'est pas une énorme équipe. Voilà, donc ça, c'est les données de la base de données. Je pense que c'est une base de données qu'on a vraiment à peine eu le temps d'explorer aujourd'hui parce qu'on manque de temps. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ressortent de cette base de données. Et on prépare un article sur la base de données en particulier. Mais entre-temps, vous pouvez télécharger la base de données parce que la base de données est publique. Enfin, tout le projet Tournesol est open source, sous licence libre. La base de données est sous licence libre aussi, ODC-BY, téléchargeable facilement depuis le site web. Il suffit de partir dans la partie research de la page d'accueil. Et voilà, vous pourrez faire vos propres explorations. On a aussi vocation à améliorer l'état de l'art de la recherche en sécurité dans son intelligence artificielle en général, mais en particulier des systèmes de recommandation et donc d'évaluation collaborative de contenu. Parce que dans notre vision, les deux sont extrêmement liés. Et donc, on a cet article en particulier qui essaie de poser, d'établir ce qu'on appelle une pipeline, c'est-à-dire une suite de processus de traitement de données pour en arriver à des scores qui représentent la vie de l'ensemble des contributeurs. Et l'une des contributions de cet article en particulier, c'est de bien décomposer cela en sous-modules indépendants sur lesquels il est possible d'effectuer de la recherche en tant que telle pour diviser les questions de recherche, parce que, comme vous l'avez sans doute senti, on en a énormément. Voilà.
Alors le temps passe et je suis très long, donc je vais passer malheureusement un peu vite sur cette question, sur les questions de recherche, mais vous donner, un œil sur quelques-unes. L'une de ces questions de recherche, c'est, l'équivalent des cartes électorales, le fait de certifier que chaque citoyen d'un pays a un droit de vote et un seul droit de vote sur tout le sol. C'est-à-dire qu'il possède un compte, mais il ne peut posséder, en tout cas de façon active, qu'un seul compte. Hem Donc voilà, donc on a une solution très préliminaire en ce moment, mais voilà, on sent qu'il y a enfin, il faudra des solutions beaucoup plus étatiques, enfin, qui seraient sans doute, un système orthogonal à tournesol, enfin un truc en plus de tournesol, j'ai envie de dire, pour certifier l'identité de façon plus générale sur internet, et ça a des applications bien au-delà de tournesol, et c'est possible de combiner ça avec des techniques de cryptographie, ce qu'on appelle le zero knowledge proof. Bon, je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais ça serait pour limiter la capacité de surveillance de l'État, par exemple. Voilà, une autre idée, c'est les représentants algorithmiques. Aujourd'hui, on vote uniquement sur les vidéos qu'on a comparées explicitement. Mais typiquement, si quelqu'un a aimé toutes les vidéos d'une chaîne, si par exemple vous voyez que Lien Yuanwang a adoré toutes les chaînes de Monsieur Phi, qui est une excellente chaîne YouTube, bah, peut-être que vous pouvez deviner qu'il aimera aussi les autres vidéos de Monsieur Phi, même celles qu'il n'a pas notées. Hem, voilà, et une autre aspect qui est vraiment intéressante, c'est la distinction entre ce qu'on appelle les préférences et les volitions. Donc les préférences, c'est ce que je veux de façon instinctive sur le moment, mais que je peux regretter, 5 minutes après ou ou le lendemain. Et la volition, c'est quelque chose qui serait beaucoup plus stable, beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus, empathique, avec plus de compassion, ce genre de choses. Hem mais voilà, la question, c'est comment est-ce qu'on essaie d'avoir, l'un et pas l'autre? Comment on fait la différence entre les 2? Comment on assoit la légitimité d'une telle approche d'un point de vue philosophique, psychologique, sociologique, ainsi de suite. Voilà, il y a beaucoup d'autres questions sur lesquelles, j'aurais pu m'attarder, mais comme l'heure passe et que j'ai quand même bien envie de prendre vos questions, en tout cas de voir s'il y en a, je vais conclure, assez vite. Donc, j'espère que, déjà ça vous aura plu, et que vous aurez été, convaincus par, notre ambition profonde qui est, vraiment de rendre, le web, démocratique. En cela, on est vraiment inspiré par, le mouvement des tournesols. Alors il se trouve que le tournesol et le mouvement des tournesols, c'est pas tout à fait lié en termes étymologiques, mais c'est, pas du tout dérangeant, et bon, c'est peut-être un peu lié, mais pas beaucoup. C'était pas notre principale motivation. Mais voilà, à Taïwan, il y a eu ce mouvement des, étudiants des tournesols, en 2014, et depuis, Taïwan est passé d'un pays avec une démocratie, imparfaite, problématique, sous influence chinoise, avec de la corruption, à aujourd'hui un modèle de démocratie. Sur la dernière décennie, il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde où la démocratie s'est renforcée. Taïwan est l'un de ces pays, et la clé pour cela, c'est vraiment, c'est de rendre le web démocratique, un investissement majeur dans un numérique démocratique, notamment avec différentes figures, mais notamment, Audrey Tang, qui est devenue ministre, du digital, qui a fait des réformes, heu, fantastiques sur, l'exigence, par exemple, de transparence, du gouvernement via les outils du numérique. Heu, ouais, enfin, plein de choses, très inspirantes, et plein d'autres choses, sur lesquelles, enfin, j'adorerais parler, mais le temps passe. Et plus généralement, voilà, j'ai sorti ce livre, récemment, il y a 2 semaines, qui s'appelle «La dictature des algorithmes», coécrit avec Jean-Loup Fourquet, où, non seulement, bah, c'est un peu cette présentation, on a fait, dans ce livre, non seulement un peu le bilan de l'importance d'agir sur les algorithmes et de rendre beaucoup plus démocratiques, en particulier les algorithmes les plus influents comme les algorithmes de recommandation, et sur les solutions, sur les outils, et de nombreuses questions également qui doivent être répondues pour obtenir, espérer avoir un jour une démocratie, numérique, sécurisée et satisfaisante. Et je vais conclure ça sur ce, je serais ravi de prendre, vos questions.